Donc, bonjour à tous et bienvenue dans cette dernière vidéo de l'année qui va porter sur la correction de l'activité documentaire 22 que je vous ai donné la semaine dernière, qui portait en fait sur un nouveau thème, enfin une sorte de dernier thème qu'on n'aura pas le temps de terminer, mais c'est pas grave parce que dans cette activité-là, on voit quand même la plupart des choses que vous devez savoir pour l'année prochaine. Et cette activité, elle porte sur la notion d'onde, et plus précisément d'onde mécanique, parce qu'il existe plusieurs types d'ondes, vous les connaissez déjà. Par exemple les ondes radio, ou bien même la lumière, hein, les ultraviolets, les infrarouges, la lumière visible, tout ça ce sont des ondes, mais ce ne sont pas des ondes mécaniques. Il existe plusieurs types d'ondes, ça ce sont des ondes électromagnétiques, typiquement la lumière c'est une onde électromagnétique. C'est pas ça qui va nous intéresser dans ce chapitre-là. Dans ce chapitre-là, on va s'intéresser aux ondes mécaniques, qui sont un type d'onde bien particulier, qu'on va définir tout au long de cette activité que vous avez normalement faite chez vous. Alors, les objectifs de l'activité, ce sont savoir identifier une onde mécanique et savoir utiliser les relations liant les grandeurs caractéristiques d'une onde mécanique. Parce qu'on va voir qu'il y a plusieurs grandeurs qui caractérisent une onde mécanique, notamment une que vous connaissez déjà, comme la période que vous avez vue en seconde, mais il en existe d'autres qu'il va falloir définir. Alors dans le grand 1, on va déjà faire des rappels de secondes sur les signaux périodiques qui sont très importants pour pouvoir comprendre qu'est-ce que c'est qu'une onde, tout simplement. Donc, rappel de seconde. Alors, dans les rappels de seconde, vous aviez ce petit graphe là, cette petite partie courte qu'il faut remplir. Donc on vous dit, un signal périodique est un signal qui se répète comment? À lui-même, à des intervalles de temps de même durée. Alors, un signal périodique, c'est un signal qui se répète identique à lui-même. Ok? La période t d'un signal périodique est la plus petite durée au bout de laquelle le signal se répète. Elle s'exprime en secondes. D'accord? Si c'est une durée, elle s'exprime en secondes. Le motif élémentaire d'un signal périodique est une portion de ce signal dont la durée est égale à une période. Donc là, vous avez un signal périodique. Alors typiquement, ça c'est la forme d'un signal périodique d'un électrocardiogramme. Hein. Donc ça représente le cœur qui bat. On identifie bien que le signal se répète identique à lui-même au fur et à mesure du temps. On a le temps ici selon l'axe des abscisses. Et vous voyez que cette partie qui a été surlignée en violette, c'est cette partie-là qui se répète au fur et à mesure du temps. Okay? On appelle ça le motif élémentaire. Et le motif élémentaire, il a une durée bien spécifique, et cette durée, c'est la période. Okay? Alors la période, c'est la durée du motif élémentaire, vous voyez. Mais le motif élémentaire, on peut le définir un peu où on veut. D'accord? On peut dire que c'est ce truc en violet qui se répète. On voit bien que c'est la même chose ici, la même chose ici. Mais on pourrait commencer le motif élémentaire ici. Hop, et s'arrêter ici. Et si on prend cette partie entre là et là et qu'on la répète, ça permet de refaire également le signal dans sa globalité. Donc un signal périodique, il est bien constitué de motifs élémentaires, mais il n'y a pas qu'un seul motif élémentaire. On peut choisir un peu ce qu'on veut. En fait, tout motif qui a pour durée une période peut être considéré comme un motif élémentaire. Donc continuons. La fréquence f d'un signal périodique est le nombre de fois où ce signal se répète identique à lui-même en une seconde. Okay, donc la fréquence, c'est le nombre de fois que le signal se répète identique à lui-même en une seconde. Autrement dit, le nombre de fois que le motif élémentaire se répète identique à lui-même en une seconde. Donc si on a un électrocardiogramme par exemple, et que pendant une seconde, on compte qu'il y a eu 3 fois le motif élémentaire qui s'est répété, et la fréquence vaudra 3 Hz. C'est ça la définition. Okay. Et comment est-ce qu'on calcule la fréquence à partir de la période? La formule, c'est f est égal à 1 sur t la période, avec la période en secondes et la fréquence en Hz. Voilà. La fréquence f d'un signal, bon ça on l'a dit, pardon. Les caractéristiques d'un signal périodique sont, alors, là il y en a 4 à définir. Déjà sa période. Donc la période, c'est le grand T, c'est la durée du motif élémentaire. De la période, on peut en déduire la fréquence. Donc on a la période et la fréquence. Alors, qu'on donne l'une ou l'autre, en fait, on donne la même information, puisqu'on peut calculer l'une à partir de l'autre. La période est liée à la fréquence et la fréquence est liée à la période. Par contre, il y a deux autres caractéristiques qu'on n'a pas énoncées ici. La première, c'est la forme du signal. Le signal, le motif élémentaire, il a une certaine forme. Donc là, la forme du motif élémentaire, c'est ça. Hein. C'est cet enchaînement de vagues qui augmente d'abord puis qui diminue. Tous les motifs élémentaires ont des formes qui peuvent être différentes. Okay, donc il faut bien spécifier la forme.
Et finalement, la dernière chose, c'est l'amplitude. L'amplitude, c'est quoi? C'est l'écart qu'il y a entre le maximum et le minimum du signal. Ok? Ça, c'est l'écart. En l'occurrence, ici, en ordonnée, vous voyez qu'il y a la tension. C'est-à-dire que ce signal, c'est un signal qui a une tension qui varie. Et donc, du coup, si on voulait l'amplitude de ce signal, on regarderait l'écart de tension entre le maximum et le minimum. S'il y avait genre 5 volts en haut et 1 volt pour le minimum, on aurait un écart de 4 volts. Okay, ce serait l'amplitude, 4 volts. Okay, on en reparlera tout à l'heure. Et on vous donne un exemple. Donc on vous dit, dans cet exemple, la période t, elle vaut combien? Alors on regarde, la période t, on la voit sur ce signal que j'ai agrandi. Elle va de là à là. Vous voyez le signal qui est surligné en bleu, c'est bien un signal élémentaire, il se répète identique à lui-même. Et bien on a entre 0,1 et 0,3, on a 0,2 secondes, ce que j'ai mis là. Et à partir de la période, on calcule la fréquence. Donc la fréquence, c'est 1 sur la période, donc 1 sur 0,2, ce qui fait 5 Hz. Donc en fait, ce signal, il se répète 5 fois par seconde. Okay, en une seconde, on a eu le temps de voir 5 motifs élémentaires. Okay, donc ça, c'était des rappels. C'est pour ça que je suis allé très vite dessus. C'est des choses que vous avez vues en seconde. D'ailleurs, là, ce que je viens de vous présenter, c'est mon cours de seconde. Donc ceux qui étaient avec moi en seconde l'année dernière ont déjà vu ce genre de cours. Okay, pardon, maintenant on va passer au grand 2. Et dans le grand 2, on va voir quelque chose de vraiment nouveau. Là, on va voir qu'est-ce que c'est qu'une onde. Là, on vient de voir ce que c'est qu'un motif élémentaire. Maintenant, on va vraiment faire de la physique et on va voir qu'est-ce que c'est qu'une onde. Donc, grand 2, différents types d'ondes. Petit a, ondes mécaniques progressives. Et ici, il y a 4 documents. Le document 1, il faut le connaître, c'est une définition. Une perturbation est la modification temporaire et locale des propriétés d'un milieu. Lorsqu'une perturbation se transmet de proche en proche dans un milieu élastique, on parle d'onde mécanique progressive. Alors là, la définition est relativement compliquée, il faut la connaître parce que c'est la définition d'une onde mécanique. Mais avant de rentrer dans le détail de cette définition-là, on va continuer l'activité pour voir un exemple d'onde mécanique, ça va permettre de bien comprendre ce que c'est. Et cet exemple d'onde mécanique, c'est la Ola qu'on voit dans les stades de foot, typiquement. Donc, document 2, commentaire d'un spectateur. Au changement de côté, à l'autre bout du stade, des spectateurs se sont levés ensemble et ont bougé leurs bras. Puis ils se sont assis. Les personnes à côté d'eux ont fait de même, et puis petit à petit, la vague est arrivée vers moi, sur ma droite. Je me suis levé quand mon voisin se rasseyait. J'ai tendu mes bras et je me suis rassis. Tous mes voisins ont fait comme moi, sur une rangée allant de bas en haut du cours. Il y a eu 3 Ola complètes, l'ambiance était super et le match aussi. Et vous avez ici une photo d'une Ola. Lors d'une Ola, les spectateurs d'un événement sportif se lèvent les uns après les autres. Et ensuite, document 4, onde longitudinale et transversale. Lorsque la perturbation a la même direction que celle de la propagation de l'onde, on dit qu'elle est longitudinale. Lorsque la perturbation a une direction perpendiculaire à celle de la propagation de l'onde, on dit qu'elle est transversale. Bon, on verra ça tout à l'heure. Pour l'instant, intéressons-nous plutôt à la Ola. Question 1. Comment est créée la perturbation générant la Ola? Donc une perturbation, il faut bien imaginer que vous avez un milieu. Alors là, par exemple, le public qui est au repos. Il regarde le match. Et au bout d'un moment, il va y avoir une perturbation. Ça veut dire qu'il va y avoir un certain nombre de personnes qui vont lever les bras. Ça veut dire qu'il y a un changement des propriétés du milieu. Le milieu était calme au début. Et ensuite, en levant les bras, on crée ce qu'on appelle une perturbation. Ça veut dire que le milieu change de propriété. Ok ? Alors c'est quoi la perturbation créée qui génère la Ola? La perturbation générant la Ola est générée par le mouvement des bras du public du stade. Ces derniers commencent à lever les bras lorsqu'ils voient leurs voisins faire de même. Okay, donc en fait il y a une perturbation à partir du moment où il y a un ou plusieurs membres du public qui décident de lever les bras et leurs voisins vont faire de même. Ils vont lever les bras un petit peu après que les premiers aient levé le bras, ce qui permet de faire en sorte que tout le monde ne lève pas les bras en même temps, mais il y a une sorte de vague qui se propage. Document 2, dans quel milieu se propage-t-elle? Alors ça on a dit, la Ola se propage dans le public. Ici, le milieu dans lequel se propage la Ola, c'est le public. Cette vague se déplace-t-elle avec ou sans transport de matière? Donc ici, quand on fait une Ola, il y a bien une vague qui se propage et qui fait le tour du stade. Mais est-ce qu'il y a de la matière qui est transportée? Est-ce qu'il y a, je ne sais pas, un objet qui voyage sur la vague, typiquement? La réponse ici, c'est non. Il n'y a pas de transport de matière. Il y a bien un mouvement, il y a bien les bras qui se lèvent, mais il n'y a pas de transport. La Ola, donc la vague qui se propage, ne ramène rien avec elle. Elle ne transporte rien avec elle. Okay,
Très important, il n'y a pas de transport de matière. Ça, c'est quelque chose de crucial, c'est quelque chose qui est toujours le cas dans une onde mécanique. Okay. Question 4. Quelle est la direction de propagation de la Ola? La Ola se propage le long du stade. Okay, vous imaginez le stade, elle se propage le long du stade comme ceci. Okay. Question 5. Le mouvement des spectateurs est-il parallèle ou perpendiculaire à cette propagation? Le mouvement est perpendiculaire au mouvement des bras du public. D'accord? Le public, lui, il lève les bras vers le haut. Et la propagation, donc la vague, elle se propage de droite à gauche. Okay, donc, comme la Ola se propage de droite à gauche et le mouvement des bras du public c'est de bas en haut, alors le mouvement des bras est perpendiculaire à la propagation de la vague. Okay. Question 6, pardon. Question 6. En déduire si la propagation de la Ola est longitudinale ou transversale. Okay, donc c'est là qu'on va s'intéresser à ce document-là. Pour bien comprendre, on va regarder cette petite animation. C'est une animation qui permet de faire la différence, de bien montrer la différence qu'il y a entre une onde longitudinale et une onde transversale. Ici vous avez, alors je l'ai mis sur pause, vous avez ici un ressort. Le ressort c'est très pratique pour montrer les propagations d'ondes mécaniques. Vous avez un ressort, et là la main qui tient le bout du ressort va la bouger de droite à gauche. Et regardez ce qui se passe. Vous voyez cet endroit-là là, qui se propage? Il se propage bien de gauche à droite, on a bien une onde qui se propage. Et ici, on a une onde longitudinale. Pourquoi? Parce que le mouvement de la vague ici, et notamment de la main ici, il est dans la même direction que le milieu. Vous voyez? Le milieu, il est horizontal, et la propagation, elle est également horizontale. Donc on a ici une vague, une onde longitudinale. Regardons maintenant ce qui va se passer avec une onde transversale, où la main ne va pas aller dans le sens du milieu, elle ne va pas avoir un mouvement horizontal, mais un mouvement vertical. Ici, on a exactement la même chose, on a une onde qui se propage de gauche à droite, pardon, mais celle-ci, elle est transversale parce que la propagation se propage de gauche à droite, mais le mouvement du ressort, lui, il est de haut en bas. Donc on a ici un mouvement transversal. Transversal, c'est un peu un synonyme de perpendiculaire, si vous voulez. Donc revenons à notre exemple ici. Est-ce que la Ola, elle est longitudinale ou transversale? Eh bien, vu que ce qu'on a dit ici, que le mouvement était perpendiculaire à la propagation, on a un mouvement qui est... Oula, une erreur. On a un mouvement qui est transversal. Ici, erreur. Non, transversal. Hop. Voilà. Document, question 7. Une Ola peut-elle être considérée comme une onde mécanique progressive? Point d'interrogation. Alors la Ola, elle respecte tous les critères du document 1, c'est une onde mécanique progressive. Alors vérifions ça. La Ola, déjà c'est bien une perturbation. Elle modifie en effet le milieu, qui est le public, ça modifie, il y a un changement de propriété du milieu, les gens se lèvent. Et c'est temporaire, ça veut dire qu'au bout d'un moment, les gens se lèvent, puis se rassoient. Et à ce moment-là, la Ola est terminée. Donc c'est bien quelque chose de temporaire. C'est quelque chose de local. Local, ça veut dire que ça ne se passe pas dans l'ensemble du milieu en même temps. La Ola, elle se passe bien à un endroit du stade à un moment donné. Si vous prenez une photo d'une Ola, vous voyez que la Ola, elle n'est pas sur tout le stade en même temps. Elle est bien à un endroit particulier, à un instant donné. C'est ça qu'on entend par local. Ensuite, elle se propage de proche en proche. Ça veut dire que pour que la Ola ait lieu, les gens vont imiter leurs voisins, donc leurs voisins directs, ceux qui sont directement à côté d'eux. Les gens n'imitent pas les personnes qui sont en face d'eux dans le stade, ils imitent vraiment leurs voisins. Donc c'est bien quelque chose qui se propage de proche en proche, de personne à personne qui sont chacune l'une à côté de l'autre. Donc on a bien une onde mécanique progressive. Okay, un milieu élastique, c'est quoi? C'est un milieu qui peut se déformer. Ici, le public, il peut se déformer. Il peut se lever, il peut s'asseoir. Okay, on avait exactement la même chose ici dans le ressort. Tout est respecté également. C'est un milieu qui peut se déformer. On a bien une onde qui se propage à un endroit du milieu, etc. Okay, question 8. Dégager les caractéristiques principales d'une onde mécanique progressive. Alors, les caractéristiques, c'est quoi? C'est la fréquence de l'onde, on voit bien que c'est quelque chose qui se propage et qui se répète identique à lui-même. Ça a une certaine forme, d'accord? L'onde mécanique, elle a une certaine forme, en fait c'est exactement la même chose que ce qu'on avait là, on a la forme du signal élémentaire. Il y a, en plus donc, de tout ce qu'on a vu là, il y a la direction de propagation, okay, horizontale, verticale, etc. Et puis il faut savoir si l'onde elle est transversale ou longitudinale. Okay, donc il y a tout ça qu'il faut définir lorsqu'on définit une onde. Okay, donc ça c'était l'exemple de la Ola, vraiment un exemple introductif. Maintenant on va parler d'un exemple un peu plus physique qui est
le son, la physique du son. Donc on y va. Petit b, la physique du son. À l'origine d'un son, il y a une vibration mécanique, la matière constituant la source sonore, la corde d'une guitare, la porte que l'on claque, ou bien une membrane de haut-parleur aussi, est mise en mouvement puis reprend sa place. Le son se propage de proche en proche dans l'air comme une onde sur l'eau. Il n'y a pas de transport de matière mais d'énergie. Le son se propage avec une certaine vitesse qui dépend du matériau. Dans l'air, le son se propage à environ 340 mètres par seconde, alors que dans l'eau, il se propage à 1500 mètres par seconde. Alors regardons ici une petite animation qui permet de comprendre qu'est-ce que c'est que le son en fait. Vous avez ici un haut-parleur. Là, j'ai mis sur pause. Vous avez à l'intérieur ici plein de petits points noirs qui représentent en fait des molécules d'air. On constate, vous le voyez, qu'il y a des zones avec plus de molécules d'air, on voit ici plus de molécules d'air, et des zones avec moins de molécules d'air. Okay. Vous avez également 3 points rouges ici. Ces points rouges, c'est quoi? C'est simplement, on a pris 3 molécules d'air au hasard, et on a mis un point rouge dessus, ça permet de bien pouvoir suivre leur mouvement. Okay. Ça permet on voit comme ça cette molécule d'air qui est là, on voit bien quel est son mouvement. Alors vous voyez plusieurs choses ici. Déjà, clairement, on voit qu'il y a des vagues qui avancent. Okay, on a vraiment une perturbation qui se déplace. Il y a quelque chose qui va de gauche à droite. Okay. Ensuite, regardez les molécules qui sont en rouge ici. On voit qu'elles bougent un petit peu autour d'une certaine position d'équilibre, mais elles ne se déplacent pas de manière globale vers la droite. On n'a aucune particule qui se déplace avec la perturbation. Les molécules bougent un petit peu autour d'une position d'équilibre, mais il n'y en a aucune qui avance pour aller complètement vers la droite. Donc il n'y a pas de transport de matière. Okay. Les molécules bougent un peu, mais elles restent quand même autour d'une certaine position. Alors que la perturbation, elle se déplace. Okay. Et ensuite, qu'est-ce qui se déplace? En fait, ce qui se déplace, c'est la zone qui contient beaucoup de molécules d'air. Vous voyez que cette zone qui contient beaucoup de molécules d'air, c'est elle qui se déplace. Okay. On voit bien que ça avance vers la droite. Okay. Donc question 9. D'après le texte et le document du document 5, quelles sont les caractéristiques de l'onde correspondant à une vibration sonore? Alors une vibration sonore, c'est une onde mécanique progressive. Elle est, et là j'ai encore fait une erreur, pardon, elle est, longitudinale. Elle est longitudinale, parce que on voit bien que la perturbation, elle est dans le même sens que la propagation. Là, elle est longitudinale. Les particules d'air se rapprochent et s'éloignent les unes des autres périodiquement. On voit bien qu'il y a des zones qui sont proches et des zones où c'est loin, et ça avance avec le temps. Question 10. En utilisant les rappels de secondes présentés dans la partie 1, le son correspond-il à une onde périodique? Point d'interrogation, justifié. On voit nettement apparaître un signal périodique car celui-ci se répète identique à lui-même au cours du temps. Vous voyez bien qu'on a un signal qui se répète identique à lui-même au cours du temps. Alors c'est un peu piégeux cette question-là, parce qu'en fait, ici, ce qu'on voit ici, selon l'axe des abscisses, c'est pas le temps. D'accord? Ça, c'est l'espace, c'est la distance par rapport au haut-parleur. Donc, du coup, dire que le signal est périodique, en l'occurrence, c'est juste, mais c'est pas visible directement ici. Donc là, je vous le dis, oui, le signal est périodique, mais on verra un peu plus en détail après avec le comportement de vagues sur l'eau qu'un signal qui est périodique dans l'espace, il est également périodique dans le temps. On verra ça tout à l'heure. Ok. Alors, toute propagation, qu'elle soit sonore ou autre, n'est pas instantanée et se fait donc à une certaine vitesse. Pour mesurer la vitesse du son dans l'air, réalisons l'expérience suivante. Donc du coup, les perturbations, on voit bien qu'elles avancent de gauche à droite, mais elles avancent à une certaine vitesse et on peut essayer de mesurer cette vitesse-là. En l'occurrence, comme on parle du son, on va essayer de mesurer la vitesse du son. Donc on va pas faire cette expérience, mais on va analyser cette expérience que vous avez sûrement fait en seconde. C'est la mesure de la vitesse du son. Vous avez peut-être fait ça en TP. Ceux qui étaient avec moi l'année dernière ont fait ça en TP. On vous dit, un émetteur ultrasonore émet un bref son à un instant T initial que l'on va noter T0. Il s'agira de l'origine du temps. 2 récepteurs sont disposés face à l'émetteur et sont reliés à un oscilloscope afin de pouvoir identifier le moment où ils reçoivent le signal sonore. Le premier récepteur est disposé à une distance d égale 20 cm de l'émetteur. Le second récepteur est disposé à une distance d' égale 105 cm de l'émetteur. Donc en fait, l'expérience elle est très simple. On a un émetteur ici, c'est un haut-parleur tout bête, qui va envoyer du son. On met un récepteur, donc un micro, qui est situé à 20 cm du haut-parleur, et un autre situé à 105 cm du haut-parleur. On voit que celui qui est plus loin, c'est assez logique, il va
recevoir le signal sonore un peu après, parce que le temps que le signal sonore arrive au récepteur 2, il aura déjà atteint le récepteur 1 depuis quelque temps. Okay, et on regarde les signaux sonores récupérés sur l'oscilloscope, c'est ça qu'on observe. Okay, on observe ce signal-là. On voit bien qu'il y a un récepteur, celui-ci, qui reçoit le signal sonore avant le deuxième. Okay, lui, il le reçoit en premier. Question 11. Quel est le temps T1 au bout duquel le signal entre dans le récepteur 1? Donc ici, il suffit de regarder, on voit que le signal arrive au bout de 1 seconde. Donc on note, on observe que T1 égale, attention, pardon, c'est pas 1 seconde, c'est 1 fois 10 puissance moins 2 secondes. Donc le signal arrive à T1 égale 1 fois 10 puissance moins 2 secondes. Ensuite, il faut faire pareil avec le récepteur 2. Le récepteur 2, on voit qu'il reçoit le signal à 1,25 fois 10 puissance moins 2 secondes. Okay, question 13. L'écart de temps entre l'entrée dans le récepteur 1 et dans le récepteur 2 est appelé retard et il se note taux. Ça, c'est la lettre taux. Quelle formule lie T1, T2 et taux? Combien vaut taux? Alors, le retard, c'est quoi? Le retard, il est même indiqué sur le schéma, c'est l'écart entre le moment où le premier récepteur reçoit le signal et le moment où le deuxième récepteur reçoit le signal. Et cette distance, cet écart de temps ici, on l'appelle taux. Et comment est-ce qu'on calcule taux? C'est le temps au bout duquel le deuxième récepteur reçoit le signal, moins le temps pour lequel le premier reçoit. Donc on note que taux, c'est T2 moins T1, et T2 moins T1, c'est 1,25 fois 10 puissance moins 2 moins 1 fois 10 puissance moins 2. Vous tapez ça à la calculatrice et vous trouvez 2,5 fois 10 puissance moins 3 secondes. Okay, donc ça, c'est l'écart de temps entre les deux. On appelle ça le retard. Question 14. On appelle l'écart de distance entre les deux récepteurs delta D. Je rappelle, un delta, ça veut dire différence de quelque chose, et delta D, c'est différence de distance. Quelle relation y a-t-il entre D, D' et delta D? Bon, c'est exactement pareil. L'écart de distance, c'est la distance entre là et là, c'est D' moins D. D' moins D, ce qui fait 85 cm. Okay, on a 85 cm entre les deux récepteurs. Question 15. En utilisant vos connaissances, rappelez la formule liant la vitesse V, la distance parcourue delta D, que l'on note aussi parfois juste D, et le temps de parcours taux, que l'on note aussi parfois delta T. Okay, donc là, je montre aussi les autres notations qui sont parfois utilisées. Nous, on va utiliser delta D et taux. Donc du coup, la vitesse, normalement vous connaissez la formule, V c'est la distance sur le temps, et la distance, nous on l'a noté delta D, le temps on l'a noté taux, donc V égale delta D sur taux. Okay, en déduire la vitesse du son en l'air, donc pour obtenir la vitesse, on remplace delta D par ce qu'on a obtenu avant, taux par ce qu'on a obtenu avant, et on obtient V égale delta D sur taux. Attention, delta D, il faut bien le mettre en mètres, donc ça fait 0,85 mètres, divisé par 2,5 fois 10 puissance moins 3 secondes, et on obtient 340 mètres par seconde. C'est exactement ce qui est indiqué ici. Okay, donc on a bien retrouvé la bonne vitesse du son dans l'air. Okay, donc ça, c'était l'exemple du son. On va rester dans le son, mais maintenant on va rentrer plus dans le détail de la caractéristique de l'onde sonore. Donc, grand 3, caractéristique d'une onde. Reprenons l'exemple d'un haut-parleur qui fonctionne en continu. On peut montrer que les zones où les molécules d'air sont rapprochées correspondent aux zones de haute pression, et les zones où les molécules sont éloignées correspondent aux zones de basse pression. Donc en fait, là où il y a beaucoup de molécules d'air, en fait, ici la pression est élevée, c'est un peu ça la définition de la pression d'ailleurs, et là où il y a peu de molécules d'air, c'est là où la pression elle est faible. Okay, et donc du coup, on peut tracer la pression en fonction de la distance de parcours. Okay, on a bien la distance par rapport au parleur. Et on voit bien qu'en fait, la pression, elle augmente et elle diminue au fur et à mesure qu'on parcourt une certaine distance. La pression est élevée lorsqu'il y a beaucoup de molécules, la pression est basse lorsqu'il y a peu de molécules. Okay, donc du coup, ce graphique-là, il représente bien la situation qu'on a au-dessus. Quelle est la grandeur qui varie lors de la propagation d'une onde sonore? Eh bien, on l'a dit, la grandeur qui varie lors de la propagation d'une onde sonore, c'est la pression de l'air. On a la pression qui augmente et qui diminue en fonction de la position. Okay, question 18. Observez l'axe des abscisses. Quelle grandeur y est représentée? Peut-on définir du coup une période T, qu'on appelle également période temporelle, sur ce schéma justifié? Donc l'axe des abscisses, il correspond à la distance. Vous voyez, c'est marqué là, c'est la distance parcourue en mètres. Du coup, on ne peut pas définir de période T, de période temporelle, parce qu'une période, T typiquement, c'est une durée, c'est un temps. Donc ici, sur ce signal-là, cette forme d'onde-là, on ne peut pas définir de période. En tout cas, pas là directement, pas sur ce graphique-là. Parce que ce graphique-là, il représente juste la distance parcourue.
Okay, donc il représente la distance parcourue, c'est une distance, donc ce n'est pas une période. Mais on va pouvoir résoudre ce problème-là en introduisant une autre grandeur caractéristique qui est la longueur d'onde. La période spatiale lambda d'une onde périodique, donc là oui, on parle toujours de période, mais là on parle de période spatiale, qu'on note lambda, je vais zoomer un peu pour ceux qui ne voient pas, lambda c'est cette lettre-là, hein, lambda, d'une onde périodique, qu'on appelle longueur d'onde, hein, la période spatiale on l'appelle quasiment jamais comme ça en physique, on l'appelle toujours longueur d'onde, et la plus petite distance mesurée suivant la direction de propagation qui sépare deux points du milieu matériel dans le même état vibratoire à un instant donné. Alors ça c'est un moment un peu compliqué, c'est une phrase un peu compliquée, mais en fait imaginez simplement que vous avez votre signal, votre onde représentée en fonction de la distance, comme ici, et bien la durée d'un motif élémentaire là-dessus, la distance entre deux maximums ou entre deux minimums, la distance, enfin la longueur d'un motif élémentaire, quoi, on appelle ça la longueur d'onde, ok, et on la note lambda. Une représentation spatiale est une photographie du milieu à un instant donné. Elle permet de déterminer la longueur d'onde lambda et l'amplitude 1. L'amplitude A, vous vous rappelez, la distance entre maximum et parfois soit entre le maximum et le minimum, soit entre le maximum et 0. Ça dépend comment est-ce que c'est défini. Ok. Donc question 19. Identifiez sur le schéma du document 6 la longueur d'onde, ici. Quelle est son unité? Donc ici, je refais le schéma. Et la longueur d'onde, eh ben, on la trouve entre là et là, typiquement. Okay, entre les deux minimums. Hein, c'est bien la distance du motif élémentaire. Si ça c'est mon motif élémentaire, eh ben je le prends, je le répète, je le répète, je le répète, j'obtiens bien mon signal en entier. Mais je pourrais la prendre également ici. C'est exactement la même distance, on a toujours la distance entre deux points identiques, et donc du coup, cette portion du signal serait mon motif élémentaire, et si je la répète, j'obtiens bien mon signal en entier. Exactement comme pour la période, il y a une infinité de motifs élémentaires qu'on peut choisir sur le signal, sachant qu'ils vont tous nous donner la même longueur d'onde. Vous pouvez choisir celui que vous voulez, vous obtiendrez toujours la même longueur d'onde. Ok? Et quelle est son unité? L'unité de la longueur d'onde, c'est le mètre. De même, identifier l'amplitude du signal sonore, quelle est son unité? Alors l'amplitude ici, moi je la définis toujours plutôt entre le maximum et le minimum. Donc l'amplitude c'est entre là et là, vous voyez, minimum, maximum, et elle se mesure en pascal. Le pascal, pardon, c'est l'unité de la pression. Ok, on va laisser un peu le son de côté et on va s'intéresser maintenant à les vagues qu'on observe lorsqu'on lance un caillou dans l'eau, qui sont également une onde mécanique progressive, tout comme la hola et tout comme le son. Afin de comprendre le lien qui existe entre longueur d'onde et période temporelle, imaginons une autre expérience dans laquelle on lancerait un caillou dans l'eau. Quand on jette périodiquement des cailloux dans l'eau, ils coulent et génèrent une perturbation qui se propage. Celle-ci peut faire osciller une bouée qui se trouve sur son passage sans pour autant la déplacer. Alors regardons une petite animation qui permet de comprendre ce qui vient d'être dit. Donc regardons cette petite animation. Cette animation, qu'est-ce qu'elle nous montre? Elle nous montre en fait, voilà, un caillou qui est jeté périodiquement dans de l'eau, hein, et donc du coup il crée des vagues. Ok? Il crée des vagues. Ici vous avez la possibilité de choisir la longueur d'onde. Donc imaginons que le blanc c'est là où les vagues sont élevées, le noir c'est là où les vagues sont faibles. Alors du coup si j'augmente la longueur d'onde, on voit que la distance entre les vagues est plus élevée. Et si je diminue la longueur d'onde, on voit que la distance entre les vagues est plus faible. Donc on a bien ici, quand on parle de longueur d'onde, c'est bien un écart de distance. Okay, un écart de distance, la longueur d'onde c'est ça. Et ici, vous avez un graphique qui représente en fait l'évolution de la hauteur des vagues prise à ces deux points-là. Alors, intéressons-nous au point rouge ici. Vous voyez que si on s'intéresse au point rouge ici, on voit qu'il y a le graphique qui se trace automatiquement en fonction du temps. Okay, c'est bien en fonction du temps. En fait, lorsque la vague est élevée au niveau du point rouge, eh ben, la longueur d'onde, plutôt l'amplitude, elle est tout en haut, le signal est tout en haut. Et quand c'est noir, le signal est tout en bas. Et donc du coup, en fait, on voit bien que on a des vagues qui sont d'abord élevées, puis basses, puis élevées, puis basses, puis élevées, puis basses, puis élevées, puis basses. Au fur et à mesure du temps, hein, au cours du temps, on observe bien que l'amplitude des vagues au niveau du point rouge varie. Pareil au niveau du point bleu. Vous voyez qu'au niveau du point bleu, on peut également mesurer la hauteur des vagues. On voit qu'au niveau du point bleu, parfois les vagues sont hautes, parfois les vagues sont basses, et ça varie périodiquement avec le temps.
D'ailleurs, je peux tricher par exemple. Si je fais bouger mon poids bleu au fur et à mesure du temps, vous voyez que si je le laisse sur le bleu là, au fur et à mesure du temps, vous allez voir, j'ai du mal un peu, mais vous allez voir qu'en fait le signal ne bouge pas. Si je garde mon point bleu au niveau d'un creux de vague ou bien d'une hauteur de vague, on voit que notre signal périodique ne bouge pas parce que ça ne varie plus, parce que je fais en sorte que mon signal bouge avec la vague. Mais si j'arrête de le faire bouger, on voit que le signal varie. Par contre, celui-ci, il est bien en fonction du temps. Donc on voit bien qu'on a un signal qui est périodique dans l'espace, il y a une longueur d'onde, mais lorsqu'on se fixe à un endroit bien particulier, au point rouge ou au point bleu, on retrouve un signal périodique dans le temps. Donc un signal qui est périodique dans l'espace, donc il y a une longueur d'onde, il est également périodique dans le temps. Donc il a une période, tout simplement. Ok ? Donc ça, c'était, voilà. C'était question 21. Dans l'animation du site représentée au document 8, on vous représente les vagues produites par des cailloux qui tomberaient périodiquement dans l'eau. Qu'observez-vous sur la distance entre les vagues lorsqu'on fait varier la longueur d'onde? La longueur d'onde est directement égale à la distance entre les vagues. C'est ce qu'on a dit. Question 22. On vous représente également un graphique qui évolue dans le temps. Observez le tout en déplaçant les deux points bleus et rouges. Que représente ce graphique? Le graphique représente l'évolution de la hauteur des vagues aux deux points en fonction du temps. C'est ce qu'on a dit. Ensuite, question 23. Faites varier la longueur d'onde. Qu'observez-vous sur le graphique temporel? Comment varie la période temporelle avec la longueur d'onde? On observe que la longueur d'onde est directement reliée à la période. Elles sont proportionnelles. Alors ça, on ne l'a pas vu, mais je vais vous le montrer. Vous voyez que si j'augmente la longueur d'onde, la période temporelle augmente. Si je diminue la longueur d'onde, la période temporelle diminue. Donc en fait, elles sont reliées l'une à l'autre. Elles sont même proportionnelles. Question 24. Le lien entre période temporelle et longueur d'onde fait intervenir la vitesse v de l'onde considérée. Proposez alors une relation liant la vitesse des ondes v, la longueur d'onde lambda, et la période t de l'onde. On pourra utiliser le fait que la vitesse se mesure en mètres par seconde, que la période se mesure en secondes et que la longueur d'onde se mesure en mètres. Alors, la relation entre vitesse, période et longueur d'onde, c'est v égale longueur d'onde sur période. Pourquoi? Pourquoi est-ce que vous pouviez vous-même trouver cette formule-là? La vitesse, c'est des mètres divisé par des secondes. Or, qu'est-ce qui se mesure en mètres? C'est la longueur d'onde. Qu'est-ce qui se mesure en secondes? C'est la période. Donc du coup, le seul moyen d'avoir des mètres divisés par des secondes, c'est de faire lambda divisé par t. Ok? Là, on vient de faire de l'analyse dimensionnelle. Question 25. En déduire alors le lien entre la vitesse v, la longueur d'onde lambda et la fréquence f de l'onde. Comme on sait que t, c'est 1 sur f, c'est ce qu'on a vu au tout début, on peut effectuer le changement dans la formule et on obtient v égale lambda sur t. Et si on remplace t par 1 sur f, ça fait lambda fois f. Ok? On a quasiment terminé. Document 9. Un signal g de t est dit sinusoïdal si celui-ci peut s'écrire sous la forme g de t égale a fois sinus de 2pi fois f fois t. Avec sinus, c'est la formule mathématique, la même que celle de la trigonométrie. Alors ça, c'est un peu compliqué. C'est pas ça qu'on vous demande de retenir, c'est plutôt la suite qu'on vous demande de retenir, avec un facteur de proportionnalité qui correspond en gros à l'amplitude du signal et f la période de ce signal, la fréquence de ce signal, pardon. La forme d'un signal sinusoïdal est toujours la suivante, c'est ça qui compte. Un signal sinusoïdal, c'est un signal qui a cette forme de vague là, qui est très très lisse. Okay? Typiquement, ça, c'est pas un signal sinusoïdal, puisqu'on n'a pas des vagues très lisses qui se succèdent. Ça, c'est un signal sinusoïdal. Ça, c'est un signal sinusoïdal. Ça, c'est pas un signal sinusoïdal. On voit que c'est pas tout à fait symétrique. On voit que ça descend plus ici que ça ne monte ici. Par contre, également, ça, c'est des deux signaux sinusoïdaux. Okay? Parmi les signaux sonores suivants émis par les différents instruments, lesquels sont sinusoïdaux, on regarde, on voit tous que c'est des signaux périodiques, mais le seul qui a une forme de vague parfaite, c'est le diapason. Donc question 26, seul le diapason crée un signal sinusoïdal. Alors pourquoi est-ce qu'on vous parle de signaux sinusoïdaux ici C'est parce qu'en fait, on vous explique dans ce document-là que n'importe quel signal qui n'est pas sinusoïdal peut se décomposer en une somme de signaux sinusoïdaux. Prenez un signal sinusoïdal, vous additionnez à d'autres signaux sinusoïdaux de fréquence bien choisie, et ça va vous permettre d'obtenir n'importe quel signal périodique. Okay? Vous verrez ça en détail pour ceux qui iront soit en prépa, soit à la fac, et qui continueront de faire soit des maths, soit de la physique. Voilà, on ne va pas rentrer dans le détail là-dessus. Okay? Si ça vous intéresse, je peux
donner plus d'informations à propos de ça. Je vous invite, si vous voulez même, à aller voir mes cours d'enseignement scientifique où on détaille ça. Mais on va pas aller plus loin ici. Ok ? On va arrêter ici du coup. C'était notre dernier cours du coup d'enseignement de spécialité pour cette année. Du coup, je vous souhaite de bonnes vacances à tous ceux qui me suivent encore et qui ont regardé cette vidéo. Ils ne seront pas nombreux à mon avis. Et puis, à l'année prochaine, pour ceux que j'aurai l'année prochaine peut-être. Hein, sachant que je ne fais pas enseignement de spécialité en terminale, mais je fais enseignement scientifique. Donc il y a toutes les possibilités qu'on se revoie l'année prochaine. Allez, je vous souhaite de bonnes vacances, reposez-vous bien et à bientôt.